qui est enseignant-chercheur, mais aussi membre du CTHS et membre de la section Histoire et philologie des civilisations médiévales, qui va nous parler d'un projet de recherche participative qu'il a mis en place et pour lequel projet il souhaite associer les sociétés savantes. Voilà, Thierry, là, le micro est à toi. Merci bien. Est-ce que ça fonctionne là? Oui, vous m'entendez? Alors, ce que j'ai l'honneur de présenter devant vous ce matin, c'est un type de projet d'abord qui est en construction, qui s'efforce d'articuler donc un projet scientifique qui lui est achevé pour l'essentiel, avec des compétences, des passions issues de sociétés, d'associations, plutôt que d'individus. On va voir pourquoi. Donc, il s'agit au fond de mettre en relation un programme que l'on appelle Prosopange, qui a abouti à la création d'une base de données prosopographique relationnelle. Cette base de données essaie d'intégrer, de saisir le maximum de données concernant des officiers qui ont servi à un pouvoir, une autorité politique, en l'occurrence une autorité monarchique, et plus précisément 2 maisons dites d'Anjou qui se sont succédées entre le XIIIe et le XVe siècle. Donc c'est le type de projet qui pose une série de problèmes spécifiques, puisqu'on est là dans des périodes qui imposent aux passionnés, à l'amateur, des compétences, ne serait-ce que pour accéder aux sources, des compétences particulières, des compétences linguistiques, puisque l'essentiel des sources disponibles, c'est le latin. Et on va voir que les sources sont ici essentielles. Donc, ce projet s'efforcerait d'articuler donc le travail d'un groupe de chercheurs internationaux qui ont travaillé à l'échelle européenne, on va le voir, avec des associations d'histoire, de généalogie, éventuellement de patrimoine, des zones concernées dans l'espace français seulement. Articuler la science académique et universitaire, qui est ici constituée d'une équipe européenne, avec des passions, des savoirs, des savoir-faire aussi, des amateurs d'histoire, dont les compétences tout à fait remarquables s'exercent principalement dans la généalogie, enfin les compétences susceptibles d'intéresser le monde académique, enfin ce groupe de chercheurs, dans le domaine de la généalogie, de la géographie historique et de la toponymie, ainsi que les domaines du patrimoine monumental, architectural notamment. Ce qui conduit les amateurs, les passionnés, les sociétés savantes locales, etc., ce qui les conduit quelquefois, mais assez souvent aussi, à de patients dépouillements, notamment au regard des registres de notaires. Les sociétés savantes, enfin les sociétés locales susceptibles d'être intéressées ici, sont en partie des sociétés de généalogistes qui ont été capables, par leurs propres moyens, de dépouiller les registres de notaires les plus anciens, notamment pour l'espace provençal, c'est-à-dire ça nous renvoie à partir du milieu du XIIIe siècle, donc ce sont toutes des sources en latin. Donc on s'appuie sur des compétences existantes déjà. Alors, quel est tout d'abord le programme de recherche dont il est question ici? Alors, il s'agit d'étudier des espaces politiques divers autour du thème donc, des études angevines. Ici, vous avez le portail Internet sur lequel ce programme a débouché, un programme qui est en 5 langues,
ce qui correspond au périmètre de nos activités et au périmètre de l'équipe. C'est un travail qui est plus que décennal, même s'il a intégré à un moment de son parcours un programme financé par l'Agence nationale de la recherche entre 2014 et 2018. Alors, c'est un programme qui a des spécificités qui sont les suivantes. D'abord, c'est une collaboration interdisciplinaire. Ici, ça n'est pas un vain mot, parce que l'objet que je vais vous présenter ensuite, la base de données elle-même, est à la fois un outil d'historien, c'est aussi un objet de recherche en informatique. L'originalité de ce programme, c'est qu'il lie des enseignants-chercheurs en histoire, et en histoire de l'art aussi, et des enseignants-chercheurs en informatique. Ce ne sont pas des prestataires de services. Le logiciel que ces collègues ont fabriqué en collaboration avec nous, c'est un logiciel donc, maintenant qui s'appelle Prosopange. Son programme a été déposé auprès de l'Agence de protection des programmes. C'est un objet susceptible de circuler, d'être adapté aussi pour d'autres types de recherche, d'autres espaces, etc., d'autres espaces politiques, voire d'autres périodes. Nous avons été contactés par le centre de recherche du château de Versailles pour essayer de voir si nous pouvions collaborer pour adapter notre logiciel à leur étude sociale de la cour de France au XVIIe et XVIIIe siècle. Bon, c'est une réflexion qui est en cours, ça traîne un petit peu, mais c'est une illustration de ces possibilités, de cette ouverture. Ce n'est pas un outil fermé. Il s'agissait pour nous d'étudier tout de même un domaine assez précis, les officiers de 2 maisons princières et de leurs rameaux à l'échelle européenne. Les maisons d'Anjou entre 1246 et 1382, et pour la première, et entre 1382 et 1481 pour la seconde, voire le tout début du XVIe siècle pour les duchés lorrains. Les zones géographiques concernées sont beaucoup plus larges que celles qui seraient mobilisées, qui seraient étudiées, disons, dans le cadre d'un programme de recherche participative. Bon, la Provence, l'Anjou, le Maine, la Toscane, les États pontificaux, le Piémont, le royaume de Sicile, dans le sud de la botte italienne, la principauté de Morée, autrement dit le Péloponnèse, le royaume d'Albanie, le royaume de Jérusalem, le royaume de Hongrie, le royaume de Pologne, donc pour des durées différentes, pour ces diverses principautés qui n'ont pas relevé durant toute la période considérée de ces maisons d'Anjou, toujours, et les duchés de Bar et de Lorraine. On peut leur adjoindre aussi éventuellement le comté de Tonnerre, notamment. Le principe, il y a un principe épistémologique à la base de ce programme, qui est annexe par rapport donc aux enjeux d'une recherche participative, mais qu'il convient d'exposer. Le premier élément de ce principe, c'est que nous estimons que les constructions étatiques sont des constructions fictionnelles, que s'il y a de l'existence à considérer en matière d'être collectif, un État, monarchie, etc., au fond c'est un être collectif, eh bien c'est dans l'ordre de la fiction. Un État, au fond, n'existe que dans la mesure où on y croit, à l'intérieur de celui-ci, et dans la mesure où on le reconnaît à l'extérieur de ce même État. On est dans des procédures de croyance, de crédit, d'accréditation, enfin tout ce que vous voudrez. Le deuxième élément, c'est que la croyance que ces agents, que les agents de ces États, on va les appeler ainsi, peuvent éprouver au sujet de l'État qu'ils servent, ces croyances sont déterminantes.
Donc on étudie non seulement des officiers, des agents, avec une acception très large, on intègre aussi ceux qui ont pu servir ces États comme fermiers, comme fermiers du fisc, etc. Donc c'est très large, ce n'est pas seulement les seuls officiers, les seuls agents directement rétribués sous forme d'émoluments ou autres. Ces agents, au fond, ont besoin de croire pour gouverner d'une certaine manière. Et puis, donc, étudier ces agents, ce n'est pas seulement étudier des rouages, c'est aussi examiner les conditions de possibilité du rassemblement politique, de possibilité de la formation de communautés politiques et des conditions de possibilité de leur échelle aussi, formation et leur échelle. Il s'agissait donc de construire un outil informatique capable de gérer donc des populations assez importantes et puis surtout de les comparer entre elles, alors qu'on avait jusque-là des traditions de recherche, des traditions historiographiques entre ces divers pays, la Hongrie, l'Allemagne, la France et l'Italie. On a ajouté l'anglais pour que le site soit lisible par les Chinois et les Qataris. Mais à vrai dire, ça n'est pas vraiment une langue centrale pour l'historiographie de cette zone-là. Bon, c'est une concession qu'on a faite. L'allemand est beaucoup plus important, par exemple. Le hongrois aussi. Alors, outre cet enjeu assez ciblé, assez restreint, eh bien, l'outil informatique que nous avons voulu concevoir, cette base à laquelle on accède par divers menus, dont ce menu outil prosopographique sur notre portail, cette base de données donc, est conçue dans son architecture de façon à pouvoir intégrer au fond n'importe quel autre espace politique en Europe. Il suffit d'arriver avec des nomenclatures, notamment de lieux et de types de charges exercées par ces agents, et puis ensuite on les intègre et on peut fonctionner soit de manière comparative entre tous les espaces politiques considérés, soit de manière cloisonnée en étudiant simplement un espace donné. Alors, cette base de données, c'est au fond, si j'ose dire, l'outil de base de ce programme participatif. Là où peuvent intervenir donc les sociétés savantes locales, les associations diverses, eh bien, c'est au niveau de la collecte des données. Donc évidemment, on est dans un modèle de participation, si l'on peut dire, qui s'inspire de ce qui peut avoir été conçu par les géologues, les botanistes, par exemple, ce type d'association, plutôt que les projets qui viennent d'être exposés précédemment, les projets ou les activités en cours qui viennent d'être exposées auparavant. Alors, je vais faire une petite pause en me concentrant sur l'écran ici pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette base. La collecte de données, tout d'abord, doit se faire en amont de la base elle-même. Il n'est pas question pour nous d'intégrer d'élargir notre équipe qui s'adonne à la saisie des données. La base est relativement complexe et surtout elle nécessite donc une connaissance extrêmement intime des institutions des siècles considérés. Parce qu'il faut faire des choix tranchés et seul un chercheur qualifié lié à la période considérée peut effectuer ce type de choix qui a ensuite des conséquences assez importantes au niveau des calculs que la base peut opérer. Alors, cette base se constitue évidemment de deux interfaces. Une interface de saisie ici dont vous avez le portail.
Alors, ce qui importe avant tout, c'est l'opération de saisie elle-même d'un officier. Alors ici, on est à 8000 officiers qui ont été saisis, hein, déjà. Donc pour le Moyen-Âge, c'est quand même, et pour une population relativement limitée, hein, spécialisée, à l'échelle des divers espaces politiques qu'on a énumérés tout à l'heure, c'est quand même une population assez importante. J'espère qu'on arrivera à la dizaine de milliers à terme. Donc on n'est pas très loin de la fin ici. Enfin, une base de données n'a jamais de fin. Alors, la saisie, vous voyez, est relativement complexe à effectuer si on n'a pas une petite formation au départ. Alors, enfin, si la base n'a pas été présentée un petit moment. Le principe, c'est que toutes les données sont sourcées. C'est-à-dire que pour entrer dans la fiche d'un officier, eh bien, il faut d'abord créer une source. Une source existante, notre base de données a déjà une dizaine de milliers de sources intégrées, ou bien une source nouvelle. Les individus, les informations concernant les individus sont structurées autour de divers thèmes représentés par ces onglets ici. Les éléments de l'identité, les qualificatifs, en fait les prédicats hein, qui accompagnent les noms des individus, leur grade universitaire éventuellement, leur fonction, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas leur charge d'officier, la charge elle-même. La charge est localisée, elle est liée à un lieu d'exercice. Ça peut être la principauté dans son ensemble, hein, globalement, ou bien une circonscription précise. Ça signifie donc des nomenclatures de lieux en amont. Les liens que l'officier peut avoir établis avec diverses personnes. Alors on a une typologie des liens. Hein. Liens de parenté, liens d'amitié, hein, liens d'affinité, liens juridiques aussi, les délégations, les procurations, etc. Donc tout ça est présenté sous la forme de nomenclature lors de la saisie. Et puis des compléments, notamment la confession, puisqu'on peut avoir des officiers qui sont musulmans pour le sud de l'Italie à certains moments, juifs, ou bien juifs convertis, musulmans convertis, ou bien chrétiens de rite grec, chrétiens de rite latin. Et évidemment, l'immense majorité de la population, ce sont des chrétiens de rite latin. Mais justement, les cas particuliers sont parfois les plus intéressants. Alors on a évidemment beaucoup de champs, ici par exemple, hein, dans chacune de ces rubriques, qui restent vides hein, durant la saisie, évidemment. On peut joindre des images également pour un monument funéraire, des armoiries, enfin, que sais-je encore. Le principe, c'est que toutes les informations sont liées à une source, qui se présente ensuite sous la forme d'un numéro et équivalent aux notes de bas de page hein, dans les publications papier. Et le deuxième principe, c'est que tous ceux qui saisissent des sources sont repérés. Hein, et donc, on peut demander à la personne qui a saisi telle information sur une fiche des compléments, des corrections, des informations, etc. Hein, lorsque ces fiches sont parcourues par d'autres. C'est une base relationnelle, disais-je au début. Ça signifie que chaque fiche est susceptible d'être nourrie par plusieurs personnes. Donc on n'a pas le problème de fiches à créer, etc. C'est la même fiche dans la mesure où l'individu a été identifié comme identique au départ. Ensuite, on a une procédure aussi susceptible de faire fusionner des fiches. On a des degrés divers d'administrateurs, des superviseurs qui donc sont susceptibles de corriger à un autre niveau. Alors l'analyse, l'interface d'analyse se présente de cette manière-là. Il s'agit tout d'abord de sélectionner une population hein, qui va être analysée. Alors là, vous avez des critères de sélection qui renvoient à toutes les rubriques de l'interface de saisie tout à l'heure. On peut rechercher quelqu'un qui a un titre universitaire précis, qui est clerc ou laïque, qui exerce
tel type de charge et croiser ces éléments avec des données de lieu à tel endroit ou à tel moment. On a une frise chronologique ici. Bon, j'ai choisi par exemple les officiers qui sont originaires des comtés de Provence et de Forcalquier. Je filtre pour avoir ma population, donc ça va la réduire immédiatement, évidemment. Donc on va avoir quand même, on est à 1321 individus. Et à partir de là, je peux opérer des calculs sur cette population. Des calculs donc qui, alors je ne vais pas insister sur ces aspects-là, qui permettent de croiser différents éléments. Là j'ai peur de... voilà, là on est dans les lieux d'affectation, etc. Alors on a des graphes qui peuvent être construits, des réseaux dynamiques, des réseaux de liens, etc., etc. Croiser des données, lieu d'origine temps, charge temps, etc. Donc pour comparer, donc c'est à la fois les circulations et le comportement de cette population donnée. Bon, alors les partenaires, principalement des associations dans un premier temps, mais ça peut être des particuliers ensuite, contribueraient au travail de collecte. Pour eux, il s'agit donc de s'intégrer à un travail beaucoup plus large, international, et de participer à l'avancement d'un projet scientifique. Alors, se posera la question des retombées sur ces personnes-là, des décorations qui sont susceptibles d'obtenir au fil de leur collaboration ou autre. Ça, c'est une question qui n'a pas encore été approfondie. Alors, les associations concernées, on est dans une première phase de prise de contact. Alors, pour le moment, ce sont les grandes structures. Elle concerne l'espace français, donc la Lorraine, l'Anjou-Maine et puis la Provence. Donc c'est dans ces espaces-là que l'on va prospecter, essayer de nouer des liens. Pour la Provence, ça tombe bien puisque je préside la Fédération historique de Provence, qui a un certain nombre d'associations qui sont affiliées, notamment des associations de généalogistes. Pour la Lorraine, nous avons noué contact avec l'Union des cercles généalogiques lorrains, le cercle généalogique de Nancy notamment. Et puis pour l'Anjou, c'est l'association généalogique de l'Anjou, l'association pour le dictionnaire des familles de l'Anjou, les Amis des archives d'Anjou notamment. Alors c'est une première prise de contact. Pour le moment, je n'ai pas reçu beaucoup de réponses encore. Mais bon, c'est un projet qui est né il y a peu, depuis donc la fin de l'année civile dernière et puis les premières semaines de cette année-là. Donc on est en phase de prospection. Alors, cela signifie un protocole de collecte pour les collègues, les sociétés partenaires et leurs membres qu'il conviendrait de diffuser et de co-construire éventuellement. Pour l'heure, nous avons une première proposition, un formulaire de collecte qui expose déjà les principes de base de la base de données, avec l'objet évidemment de la collecte, sa saisie, la méthode. Il s'agit d'apporter donc de l'inédit, c'est-à-dire de recourir aux sources inédites, aux sources manuscrites, et éventuellement des sources éditées, notamment dans les publications locales, qui sont parfois très anciennes, difficiles d'accès, épuisées, etc., non cataloguées, non répertoriées, et que les sociétés, en revanche, connaissent très bien. Et les principes valables pour les enseignants-chercheurs et valables aussi pour tous ceux qui s'adonneraient à la collecte, la citation des sources, la mention des sources, d'où sont tirées les informations.
Alors, la question de la langue se pose, puisque, en particulier chez les généalogistes qui ont tendance à fonctionner à partir du présent et en remontant vers le passé, donc à partir d'une langue actuelle, notamment pour l'anthroponymie, ici c'est la démarche inverse. Nos sources sont en latin, quelquefois en provençal au XVe siècle, et au XVe siècle aussi, de plus en plus en moyen français, pour la Lorraine et pour l'Anjou. Il s'agit de rappeler que l'information doit être livrée dans le protocole de collecte et dans le formulaire de collecte tel quel. Il ne s'agit pas de la traduire, ni pour les noms, ni pour le premier élément du nom, nom de baptême, s'il s'agit d'un chrétien notamment. Bon, des principes divers destinés à faire en sorte que l'information qui parvienne à celui qui va saisir dans la base soit celle de la source et n'est pas passée par le crible d'une relecture, d'une traduction, d'une interprétation. Parce que souvent, la transformation des noms, alors on est en France, c'est peut-être moins fréquent qu'en Italie ou en Espagne, que cette façon d'italianiser ou hispaniser les noms propres, hein, le prénom notamment, mais quelquefois aussi le nom de famille. Les questions de datation, etc. Alors voilà les champs qui seraient proposés donc, pour cette collecte. Nous avons délibérément choisi une série de champs essentiels, mais avec une liste assez limitée, hein, pour faire en sorte que le formulaire de collecte soit aisément praticable, hein, donc par toutes sortes de passionnés, d'amateurs d'histoire, etc. Cela dit, les généalogistes sont rompus en fait à ce genre de pratique, hein, de collecte d'informations et de respect de leurs sources et de leurs formulations. Ce type d'information servirait ensuite à la saisie qui serait effectivement opérée par nous, hein, en fait. Après un premier tri de formulaires qui peuvent être estimés, disons, insuffisamment sourcés, erronés, ou autres. Hein. Il y aurait un tri qui serait opéré. Alors on a des champs contraints ici, alors je n'ai pas détaillé, mais par exemple pour la confession, on a des rubriques en fait à caser. Alors là ce sont des listes closes. Hein. La naissance, évidemment, ça va rester vide dans l'immense majorité des cas, hein, le décès un peu moins, mais c'est pour préciser la forme que l'on doit donner à la date. Hein. Ça permettra de la copier ensuite directement dans la base. Hein. Voilà donc pour cet exemple qui est en cours, qui est en construction, et qui permettrait d'abord à notre projet de recherche de prendre un second souffle, hein, parce qu'il faut lui trouver aussi un débouché auprès justement de non-universitaires, hein, pour essayer de dépasser un cercle un petit peu étroit d'initiés ou de spécialistes. Et le dernier étage de la fusée, ce serait donc la mise en valeur de cette collaboration dans une étape finale, peut-être sous la forme d'un échange d'études, de travaux à partir des données de la base, le cadre d'un congrès, d'une journée d'études, d'un séminaire, d'une rencontre scientifique, tel que nous avons l'habitude de le pratiquer dans les diverses fédérations, associations, etc., qui ont quelquefois des congrès, des forums, des échanges divers. Enfin, ça, c'est une formule qui reste encore à inventer, mais ça ne pourra l'être qu'en co-construction avec les associations et les intéressés. Voilà donc pour ce projet qui
qui a une architecture un petit peu différente de ceux qui nous ont été proposés, mais cela provient en grande partie de la période qui est considérée et puis des sources qui seraient à manipuler. Hein. Merci. Merci pour cette intervention. Alors j'allais dire, vous avez commencé à contacter des sociétés savantes ou des fédérations de sociétés savantes. Quelles sont, alors vous en avez dit un mot en conclusion, les difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées, et est-ce que ces difficultés-là peuvent faire l'objet d'un accompagnement? Parce que le rôle du CTHS, il est dans mon esprit finalement de prendre par la main d'une certaine manière, quand c'est possible, de manière à les engager dans ces voies de recherche participative. Y a-t-il des solutions clés en main d'une certaine manière ou... À construire une collaboration avec une vingtaine de personnes dans ces 3 zones considérées, eh bien, ça sera déjà pas mal. Hein. Et je pense que c'est surtout, d'abord, au niveau des généalogistes, que nous sommes susceptibles de rencontrer un écho. Hein. Alors on verra ce que ça donne. Là pour le moment c'est en cours. On a des individus qui ont répondu, mais pour les associations c'est un peu lent. C'est un peu lent parce que il faut qu'elles se réunissent. Et parfois les assemblées générales ou les conseils d'administration sont assez espacés dans l'année pour qu'elles puissent prendre une décision collective. Il faut qu'elles soient susceptibles aussi de répercuter l'information dans leur propre réseau. Et ça prend du temps. Hein. J'en ai déjà l'expérience avec la Fédération historique de Provence. Quand on essaie de passer des informations au niveau des associations départementales, communales, locales, etc., ça prend des mois, voire peut-être à l'échelle d'une année. Oui, mais on rencontre le même problème avec le CTHS où souvent finalement on s'adresse à nous en pensant que nous avons juste un bouton sur lequel appuyer pour que toutes les sociétés savantes soient au garde à vous et les centaines de milliers de membres qui ne demandent qu'à répondre à notre appel à projet. Ben, évidemment, les choses sont plus compliquées. C'est des institutions qui sont très autonomes et et c'est une dimension avec laquelle il faut compter. Oui, y a-t-il c'est un problème aussi, c'est-à-dire essayer de dépasser le cadre local. Hein. Là, évidemment, on est à l'échelle de chacune de ces principautés et une grande majorité des associations ont une échelle essentiellement au mieux communale ou cantonale. Hein. Alors, il y a quelques associations départementales, mais la grande majorité, c'est à cette échelle-là. Et l'intérêt donc d'un travail plus large ne leur saute pas forcément aux yeux. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est susceptible de leur apporter à eux en termes de renouvellement de l'information sur leur propre centre d'intérêt et de curiosité. Hein. Ça sera à nous d'essayer de montrer cet intérêt-là, notamment au niveau des carrières individuelles, des parcours et des histoires individuelles. Hein. Cette base de données permet de raconter aussi des histoires individuelles lorsqu'on a des parcours suffisamment alimentés par les sources. Hein. Oui, mais ça c'est... Vous avez raison. Alors pour m'être intéressé à une époque aux officiers du comte de Vendôme à la fin du XVe siècle, on voyait quelques personnages apparaître. Je me souviens notamment des deux Lépines, qui étaient de parfaits inconnus en vendômois, sauf à être officiers du comte de Vendôme, et qui en fait, dès qu'on s'intéressait à la Sarthe, et on trouvait la famille très bien implantée, avec beaucoup d'informations. Mais les érudits locaux, finalement, n'ayant pas dépassé le département,
continuer à considérer ces deux lépines comme des parfaits inconnus. Et c'est vrai que c'est ça finalement que des projets comme ceux-ci peuvent apporter, c'est qu'on se nourrit du local, mais on dépasse aussi le local et on le transcende, et ça c'est une dimension importante. Y a-t-il une question, quelques questions? Alors oui, là-bas, et puis... Merci. Merci pour cette présentation vraiment très intéressante. J'ai juste une question, c'est concernant les applications pédagogiques de cette base de données. Est-ce que vous avez envisagé cette base de données en l'intégrant aussi dans le cadre de séminaires de recherche avec des étudiants de master ou des doctorants qui pourraient alimenter en fait cette base? Et si ça a déjà été fait, quels ont été vos retours? Oui, ça a été fait dans le cadre d'ateliers doctoraux. Hein, on en a tenu un à Rome. On en tiendra un autre dans mon université à Saint-Étienne l'année prochaine à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire la présentation d'une expérience, l'expérience d'une base de données, et puis des tentatives pour essayer de partager donc, les problèmes, les difficultés que les étudiants peuvent rencontrer lorsqu'ils ont eux-mêmes à construire des bases de données dans le cadre de leur recherche. Alors là, au niveau des étudiants de master et de doctorat, ça fonctionne tout à fait. Hein. Ensuite, l'association d'étudiants pour des opérations de données se heurte aux difficultés que nos disciplines anciennes rencontrent. Hein. Voilà, c'est très simple. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'étudiants qui choisissent de faire des travaux dans les périodes anciennes. Il n'y a plus beaucoup d'étudiants ni de lycéens qui ont une connaissance des langues anciennes. Et donc, ce sont des champs de recherche qui s'éteignent. Hein, voilà, il ne faut pas se cacher les mots, hein, qui deviennent des disciplines de plus en plus rares. Et donc, oui, en théorie, hein, on pourrait mobiliser des étudiants, des mémoires, etc. Mais faites venir les étudiants à nous, hein, si vous en trouvez. Hein. Alors, j'avais une question ici et une question pour monsieur. Question rapide. Bon, vous nous avez présenté ce qu'on appelle une base de données dédiée par rapport au BD constructeur. Est-ce que néanmoins, en tant qu'interface très, très légèrement technique, hein, ce que je dis, vous pouvez introduire, disons, du tout venant, enfin de la saisie, disons, prise à l'extérieur, hein, généalogie, etc., sous forme de format Excel, Word, etc., directement dans votre base, après contrôle. Oui, non, on ne peut pas intégrer directement. Hein, il faut passer par les formulaires de saisie. Okay. Hein. En revanche, on peut générer ce type de document à partir de nos données. Hein. Notre base peut générer des documents de type CSV, Excel. Donc on peut ressortir, disons, voilà, de la base. Mais pas y entrer. Mais pas dans l'autre sens. Enfin, nous ne pouvons pas. Mais nos collègues informaticiennes, parce que ce sont des dames, eh bien, le peuvent. Ça, oui, tout à fait. Mais elles sont déjà assez impliquées comme ça dans un projet qui est parmi d'autres activités. Donc, on ne va pas leur demander ce travail supplémentaire. Okay. Mais on a pu le faire au départ. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui m'a juste quand même étonné dans le bon sens, c'est qu'en très peu de temps, vous avez réussi à intégrer 8000 officiers, quelque chose comme ça. Tout à fait. En un an et demi, quoi, grosso modo. La saisie a commencé en 2017. Ouais. De manière assez sérieuse. Hein. En 2017, on a dépassé la centaine. Ouais. Voilà, au départ, c'était plutôt expérimental. Oui, c'est allé vite, si on veut, mais on est une bonne vingtaine. D'accord ? Bon, donc, au niveau des enseignants-chercheurs dans les divers pays. Hein, on est une bonne vingtaine, enfin on était. Hein, maintenant, bon, il y a des forcément les uns et les autres s'orientent vers d'autres thèmes. Hein. Bien, merci. Et une question ?
Oui, merci pour cette présentation. Tu évoquais le problème du latin, mais il peut y avoir aussi la paléographie, les langues anciennes et la technicité quand même de ces documents, qui fait que peut-être que pour les moins de 50 ans, c'est une tâche un petit peu difficile. Est-ce que vous envisagez quelque chose comme une formation qui pourrait être à distance à travers des sites, des MOOC qui pourraient accompagner, mais aussi inciter des plus jeunes à contribuer à ce travail? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors pour les moins de 50 ans, il se trouve que pour les sociétés, les associations, ce sont plutôt des populations de plus de 50 ans en majorité. Hein. Bon, les retraités notamment s'investissent dans la vie associative, ils ont plus de temps désormais pour leur passion. Hein. Enfin les retraités tant qu'il y en a encore. Justement, c'est auprès de ces populations-là qu'on va rencontrer des gens qui ont encore une culture classique, qui ont encore appris dans leurs études, etc., des langues anciennes, qui ont une formation. Alors pour les plus jeunes, effectivement, oui, c'est possible. Hein, la formation à la base elle-même, la saisie, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. C'est un petit peu compliqué comme ça de prime abord, mais enfin on s'y fait. Hein, quand on a saisi 1000 individus, on navigue bien après là-dedans. Merci. Alors je rebondis sur votre question. Pour le coup, le CTHS serait prêt éventuellement à réfléchir à cette problématique des MOOC, parce que je crois en effet que, vu le nombre de sociétés savantes présentes sur le territoire, on ne peut pas les faire venir, pour plein de raisons d'ailleurs, à des journées d'études en masse, mais mettre en place des modules de formation, que ce soit sur des projets collaboratifs ou autres, je pense que c'est quelque chose pour lequel on serait prêt à engager du temps, voire même un peu d'argent, mais ça pourrait avoir du sens, en tous les cas. Oui, Sylvie, dernière question, et puis ensuite on passe à la dernière intervention. Juste pour rebondir sur cette question, effectivement, des MOOC ou des vidéos pédagogiques, parce que, en fait, les problématiques, j'ai l'impression, qui se posent pour acculturer un certain nombre de sociétés savantes à l'utilisation de ces humanités numériques, finalement, la production de ces humanités numériques, on retrouve la même problématique, nous, avec la sensibilisation des élus, en fait, la formation des élus pour monter des projets culturels ou patrimoniaux. Voilà. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est une pédagogie à distance, parce que les gens ont de moins en moins de temps pour se déplacer, pour venir se former. Et il y a une alternative au MOOC, qui est le webinaire. C'est-à-dire que le MOOC, comme son nom l'indique, c'est Massive Open, voilà. Et ça touche un très, très, très grand nombre de personnes, mais il y a des formats plus petits, plus modestes, qui peuvent être développés en ligne. Ce sont les webinaires où on donne rendez-vous grâce à un lien Internet à des personnes qui suivent une vidéo pédagogique et qui ensuite ont le contact avec un expert qui les forme en ligne. Et ça ne dure pas plus d'1 heure. Voilà. Et c'est fait souvent pour des groupes plus petits, hein, et qui doivent être opérationnels très très vite. Bien, merci Thierry Pécou. Dernière intervention, merci beaucoup. Dernière intervention, Mathilde Labbé de l'Université de Nantes, qui va venir nous présenter le projet LITEP, la littérature dans l'espace public. Je vous en prie.